Bonjour à tous, bienvenue à la troisième édition du JT Sportfinker. Au menu du jour, du biathlon, avec le résumé du superbe relais mixte qui avait donné le ton de mondiaux brillants pour l'équipe de France. Nous allons ensuite évoquer les liens qui existent entre le sport et la culture, avec pour invité en plateau Frédéric Gay, cofondateur d'Écrire le sport. Enfin, je vous présenterai le programme de l'équipe de France de handball féminin, en route pour les Jeux Olympiques de Rio, après être revenu sur le déclin relatif de Raphaël Nadal. Les championnats du monde de biathlon se sont achevés dimanche dernier. Si la Norvège de la légende Ole Einar Bjørndalen et du jeune et très prometteur Johannes Bø a su tirer son épingle du jeu, c'est bien la France qui a dominé la compétition. Et ce, dès la première épreuve, un relais mixte dont je vous propose de vivre ou de revivre les moments clés. Une entame idéale. Anaïs Bescon emmène le peloton et se montre intraitable au tir couché. L'équipe de France débute parfaitement ce relais mixte. La Norvège de Marte Olsbu accuse 10 secondes de retard, alors que Franziska Preuss et l'Allemagne en comptent déjà une vingtaine. L'américaine Suzanne Dunkley rattrape la française et les deux femmes prennent quelques mètres d'avance. Mais cet avantage fond sur le pas de tir face à la rapidité d'exécution d'Olsbu et de Dorothea Virer. La Norvège et l'Italie virent en tête après le debout, devant les USA. Bescon a commis 3 fautes sur ses 5 premières balles, mais a su éviter l'anneau de pénalité. Elle se retrouve à une trentaine de secondes, tandis qu'Ekaterina Shumilova rate 4 tirs consécutifs et doit donc tourner. La Russie ne reviendra jamais. Devant, Virer craque et Dunkley avale Olsbu. Les États-Unis prennent la main au premier passage de témoin. Et ils ne la gardent pas longtemps. Thierry Lecoff se détache pour la Norvège. Fébrile face aux cibles, comme souvent, elle offre une opportunité à ses adversaires. Aucune ne la saisit, sauf Marie Dorin-Habert, qui, distancée de 25 secondes, arrive alors à recoller. 5 biathlètes sont en pôle, puis 4. Anna Dressigacker ne pouvant suivre le rythme. C'est Franziska Hildebrand qui profite de son dernier tir pour s'emparer du leadership, avec Dorin-Habert sur ses talons. Les écarts sont ténus. Ekhoff, 4e, n'est qu'à 14 secondes. Olena Pidrushna est intercalée. Pour transmettre le relais en première position, c'est la représentante de l'équipe de France qui fait le forcing, mais elle chute. Cet aléa et la forme étincelante de la poursuivante scandinave offrent un statu quo superbe. Au coude à coude, Norvège, Allemagne, France et Ukraine atteignent la mi-course dans la même seconde. Suspense garanti. Sur la piste, le quatuor, maintenant masculin, reste groupé. Et carabine en main, c'est Sergei Semenov qui frappe fort d'entrée. Son rapide 5 sur 5 lui vaut de s'échapper avec Arne Pfeiffer dans son sillage. Johannes Bø, une balle de pioche, perd 10 secondes, quand un Fillon-Maillet, 2 erreurs, en perd 20. Le Norvégien, connu pour ses capacités en ski, revient aisément, puis le Français limite, impressionnant. 6 balles pour blanchir 5 cibles, les 4 principaux protagonistes présentent le même bilan. Après le tir debout, ils restent inséparables et le seront jusqu'au bout. C'est au tour des ultimes relayeurs de s'illustrer. Pour la France, Martin Fourcade a un statut à assumer, et ce, dès le tir couché, ce qu'il fait sans broncher. Il suit de près Dmitro Pidrouchny, puis le dépasse en compagnie de Simon Schempp. Dernier tir de ce relais, la tension est à son paroxysme. Fourcade flanche le premier, Pidrouchny limite, mais Schempp loupe la balle de match. Le leader de la Coupe du Monde ressort avec quelques mètres d'avance alors que Tarjei-Bø mitraille à 5 sur 5 en 7 secondes et revient dans la course. L'Ukraine dit adieu au podium et le dernier tour a des airs de bataille royale. L'Allemand se rapproche crescendo, puis s'accroche à la locomotive bleue alors que Bø stagne à 100 mètres du duo. Martin Fourcade sait qu'il doit se débarrasser de Simon Schempp avant le sprint final, dont le teuton est un redoutable spécialiste. Il le fait avec brio, s'autorise même une petite facétie avant de savourer le succès français. Le premier d'une longue série, ici à Oslo, capitale d'une Norvège qui se contente du bronze. Après ce prologue victorieux, Martin Fourcade et Marie Dorin-Habert, les deux leaders du biathlon français, ont cumulé respectivement 4 et 5 autres médailles durant ces championnats du monde. Martin Fourcade passant même à 2 doigts d'un quadruplé inédit lors de la Mastart, dernière course pleine de dramaturgie. Mais ce n'est pas toujours par l'exploit que le sport se prête au récit. L'ouvrage Décalage, disponible aux éditions Salto, porte plusieurs regards sur le football, son essence, sa culture, ses à-côtés. Et il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de recevoir en plateau Frédéric Gay, qui est le cofondateur d'Écrire le sport, qui est à l'origine de ce livre et qui cherche à promouvoir la littérature sportive. Bonjour. Vous êtes l'un des deux fondateurs d'Écrire le sport. À l'origine, ce concept, c'était des rencontres. Ça a un petit peu évolué depuis. Quel est le but, déjà, d'Écrire le sport?
et comment cela a évolué depuis ce qui était à la base des conférences universitaires? Alors, plus que des conférences strictement universitaires, c'était des rencontres accueillies par l'Université de Caen, par la bibliothèque Sciences Tabs de l'Université de Caen, d'ailleurs plus précisément. Le but était, dès le départ, de faire parler, discuter, dialoguer la culture au sens large et le sport, lui aussi au sens large, pas un sport spécifiquement, pour montrer que la littérature, le cinéma et les arts s'occupent de sport, s'y intéressent, et puis aussi essayer de pointer du doigt des éléments qui appartiennent à une culture à part entière, héritée du sport. Étant de base, disons, littéraire, on avait au départ une volonté tournée vers la culture écrite. Après, je serais tenté de vous dire qu'on peut, disons, bousculer toujours un peu la sémantique et en se disant que les arts visuels, le cinéma sont aussi des formes d'écriture. Donc, non seulement à la promotion, mais également tout simplement à la conception du livre Décalage, qui est sorti récemment. C'est ça. Quel rôle avez-vous joué concrètement dans la création de cet ouvrage? Alors concrètement, un rôle déjà d'éditeur. On a avec Julien Legal qui participe, qui partage la fondation d'Écrire le sport avec moi. On est allé démarcher des auteurs au départ, tout simplement, en fonction de ce qu'on pouvait leur proposer, ce qu'on voulait faire avec eux. Et puis après, plus concrètement, j'ai eu en charge l'édition au sens strict du terme. Photographe, justement, moi, pour avoir parcouru pour l'instant le livre, donc je ne peux pas en faire une critique exhaustive, je ne l'ai pas terminé, mais c'est vrai que les photos apportent beaucoup. C'est toujours dans la même idée d'associer le sport à l'art et à la culture au sens large du terme. Évidemment, on a trouvé, disons, les clichés de Hans van der Meer un peu par hasard sur Internet. Donc Hans van der Meer, photographe hollandais appartenant à l'Académie photographique de Hollande, qui avait travaillé pendant de nombreuses années sur les footballeurs du dimanche, qu'il était allé rencontrer un peu partout en Europe, en Hollande, en Allemagne, en Autriche, en France. Et il photographiait avec des plans des fois très larges et montrait justement, c'était aussi en adéquation avec notre thème titre, hein, le décalage. Et il y a toujours des éléments qui prêtent à rire sur ses photos sans aucune condescendance aussi. C'est ce qu'on avait vraiment apprécié dans son travail. Justement sur l'humour, moi j'ai apprécié un des passages de ce livre qui est intitulé L'humour à la limite du hors-jeu. Je cite, la dictature du LOL, un vrai passionné doit se montrer exigeant envers lui-même et envers les autres. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point qui me paraît central dans votre réflexion? Miana explique dans le texte qu'il est très difficile de trouver un équilibre là-dessus, puisqu'on est face au foot tous des passionnés et on a tous des réactions extrêmement épidermiques, complètement en dehors de toute objectivité à un moment donné. Je passais moi mercredi soir des soirées avec des amis devant le match du PSG. Avant de devenir objectif, on crie sur la télé. Hein. Enfin, D'accord, ouais. En premier lieu, après éventuellement, on prend un peu de hauteur. Et c'est justement ce que Maxime essaye de dire. L'humour permet justement de prendre un peu de hauteur, permet de pointer du doigt et de rentrer sur un terrain peut-être plus volontairement critique. De pointer du doigt des éléments que l'humour habituellement arrive à faire. Hein. De toute façon, on n'invente rien, je crois, là-dessus. Vous avez également, avec Julien Legal, co-signé l'introduction de cet ouvrage. Vous y parlez d'une idée selon laquelle il serait incompréhensible d'opposer sport et culture. La question que je me pose à la lecture de cette introduction, c'est est-ce que le sport ne fait pas tout simplement partie de la culture? Le sport fait partie de la culture, mais fait partie d'une culture particulière. C'est aussi ça qu'on essaie de montrer. De dire, quand on affirme qu'il est incompréhensible de distinguer football et culture, sport et culture plus largement, c'est tout d'abord de constater qu'il est pratiquement aberrant, dans son sens populaire, encore une fois, de distinguer la tête et les jambes. Pourquoi, finalement, la culture appartiendrait à une forme d'élite, aux gens intelligents, pour le dire vite, et pourquoi le sport appartiendrait à ceux qui ne savent se servir uniquement de leurs jambes, dire des bêtises et être des hommes avec une cacahuète à la place du cerveau. Ça, c'est une forme, à mon avis, extrêmement caricaturale,
si ce n'est uniquement du sport, mais de la société dans son ensemble. Après, rapprocher la culture, pointer du doigt la culture foot, c'est en montrer ses spécificités. La culture foot, c'est une culture pop à part entière, qui est inspirée de différentes choses, qui, à mon sens, par exemple, en France, est vraiment inspirée de la culture street, de la culture hip-hop. Il faut pouvoir aussi la voir, pas avec notre regard habituel d'élite, tout en essayant quand même de garder un minimum d'exigence par rapport à ça. De prouver en même temps que c'est pas incompatible d'avoir un regard justement pertinent et de faire preuve d'intelligence pour parler de ce problème-là justement, quoi. Ouais, c'est le foot est la bagatelle la plus sérieuse du monde, hein. C'est ni plus ni moins que ça, en fait. Dans ce livre, il y a différentes manières d'aborder les choses avec un aspect un peu éditorial, des récits également, des entretiens. J'ai vu que vous en aviez mené un. Pourquoi ce choix de cette diversité, même ne serait-ce qu'au sein de l'ouvrage, il y a encore une diversité de supports. Qu'est-ce que ça apporte en plus ? Montrer la diversité de supports, déjà c'était même dès la base, dès le travail de maquette, on travaille sur un livre collectif, et on a une maquette qui est inspirée plutôt du magazine. C'était aussi pour donner une réalité tangible à cette culture pop qu'on essaye de définir, qu'on essaye en tout cas d'entourer un petit peu. Et puis justement pour ça, il nous semblait limité. De se limiter, encore une fois, désolé pour la tautologie, mais à une seule manière de dire. Alors évidemment, encore une fois, pour donner des grands axes, on revient souvent au football, justement parce que c'est quelque chose de très très lié. Mais le but pour nous, et le deuxième ouvrage qui est un petit peu dans les cartons, parlera pas du tout que de football. Non, le but étant évidemment d'éviter cet écueil-là. Décalage coup droit maintenant avec du tennis. Après avoir connu ses prémices en Amérique du Sud, la saison sur Terre s'apprête à débuter pour de bon et elle se cherche un patron. En effet, Rafael Nadal, son hégémon pendant 10 ans, ne s'y montre plus aussi tranchant. Le nonuple vainqueur de Roland-Garros peut-il redevenir le maître absolu de la terre battue ? Et surtout, son éventuel retour sur le devant de la scène passera-t-il nécessairement par un changement de stratégie ? Implacable, Rafael Nadal l'a été pendant près de 10 ans sur son terrain de jeu favori. L'ogre de l'ocre, durant une décennie, a soumis la planète Terre à son joug. Un véritable mur qui décourageait ses adversaires par ses passings et ses démonstrations bestiales. Comme Juan Martín del Potro en a fait l'amère expérience en finale de la Coupe Davis 2011, remportée par l'Espagne. Ainsi, entre 2005, année de son premier succès à Roland-Garros, et 2014, Nadal n'est jamais descendu en dessous des 90% de victoires sur cette surface sur l'ensemble d'une saison, restant parfois même invaincu et décrochant au moins 3 titres chaque année. Parmi les clés de ce succès perpétué, une couverture de terrain exceptionnelle, un coup droit à l'assaut et une longueur de balle qui l'était tout autant. Ici, Djokovic est en bonne position, les pieds ancrés dans le court, il recule une fois, 2 fois, puis ne peut que constater les dégâts. Par ses gifles liftées, Nadal repoussait ses adversaires loin de leur ligne de fond de court et les forçait à jouer des coups au-dessus de l'épaule, dur à maîtriser et éreintant, même pour des joueurs aussi endurants que l'actuel numéro 1 mondial. En demi-finale des internationaux de France 2014, c'est Andy Murray qui subit le même sort que le Joker. En 2 coups de raquette, il est mis hors d'état de nuire par le maître des lieux. Mais l'an dernier, le Britannique l'a battu pour la première fois sur sa surface fétiche. À cet instant, la diagonale de revers qu'il prépare semble devoir être parfaite. Elle n'est que correcte, offrant à Nadal la possibilité de le contrer, long de ligne ou fort dans les pieds. C'est d'un coup droit dans le carré de service que l'Espagnol répond. Murray, dans un fauteuil, conclut facilement. Quelques semaines auparavant, Djokovic lui aussi avait profité de la nouvelle mansuétude de Nadal. Alors que celui-ci peut dicter l'échange, il paraît subir tous les coups, choisissant par exemple un revers chopé qui n'inquiète pas son rival, qui le fait disparaître des radars avant de terminer en beauté et de s'offrir une place en finale du tournoi de Monte-Carlo. Un tournoi que le Serbe remportera et que l'Espagnol n'a plus gagné depuis 2012, alors qu'il y était resté invaincu 8 ans. Symbole d'une régression qui dure depuis quelques mois et qui ne s'exprime pas que sur la terre battue, Nadal, seul joueur de l'ère Open à avoir remporté au moins un grand chelem par saison pendant 10 ans, l'année passée, a fait chou blanc. Il reste un excellent contre-attaquant, mais n'est plus aussi dominateur physiquement. Tenter de redevenir intraitable du fond de court grâce à la profondeur de ses coups, ou s'adapter en se montrant plus offensif,
Pour endiguer son déclin, Rafael Nadal devra faire un choix. Le 4 avril, Houston et Marrakech ouvriront le bal de cette saison sur terre battue, puis du 10 au 17 avril, le premier Master 1000 de la saison sera celui de Monte-Carlo, que Rafael Nadal, comme évoqué dans ce sujet, a remporté entre 2005 et 2012, mais n'a plus gagné depuis. Enfin, handball féminin, Rio passe par Metz pour les Bleus. À partir de vendredi, les joueuses de l'équipe de France disputent un tournoi de qualification olympique. En jeu, 2 des 6 derniers sésames pour le Brésil. Les tricolores sont coachés par Olivier Crumbles, qui était resté à la tête de la sélection nationale pendant 15 ans, entre 1998 et 2013, et qui a repris le flambeau d'Alain Porte, qui a quitté la tête de la sélection il y a quelques mois. Elles aborderont la compétition en confiance. En effet, elles viennent de se qualifier pour le prochain Euro grâce à 2 victoires contre l'Allemagne. Face à elles se présenteront successivement les Pays-Bas, finalistes des derniers mondiaux après avoir éliminé justement la France en quart de finale, la Tunisie, puis le Japon. Ces rencontres seront diffusées sur Eurosport. Je vous invite également à consulter le site Fans de Défi au pluriel si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'effectif de l'équipe de France. C'est ainsi que s'achève ce 3e JT Sportfinker. Je vous remercie de l'avoir suivi et surtout, je compte sur vous pour assister au prochain.